Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve ce soir pour l'histoire du soir, un rendez-vous au cours duquel je vais vous faire découvrir un extrait, un passage d'une œuvre. Donc c'est un voyage, c'est une invitation au voyage, c'est une invitation à rêver à travers les auteurs proposés au bac. Donc aujourd'hui, je vous propose la lecture d'une lettre issue des lettres persanes par Montesquieu et c'est la lettre 12, Usbek au même, à Isaphon. Alors, on va commencer par exposer une utopie. Dans cette lettre, on va avoir l'auteur qui va expliquer au destinataire de la missive une utopie, un nouveau peuple, et à travers ce récit, à travers cette fable, exposer bien évidemment quelles sont les qualités humaines idéales pour faire société entre hommes, entre congénères. Quels sont les défauts dont il faudrait absolument se détourner et quelles sont les qualités qui nécessairement fondent le bonheur d'un peuple. Donc, je vais commencer la lecture qui va durer un petit temps. Je vous propose de fermer les yeux, d'écouter, de vous imaginer et peut-être qu'en commentaire, vous pourrez m'expliquer ce que vous avez visualisé. Comment avez-vous vu ces hommes ? Quels dessins, quelles illustrations sont apparus à vous? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous souhaiterez retenir de cette petite histoire? Voilà, pour l'analyse. Donc, je commence la lecture. Tu as vu, mon cher Mirza, comment les troglodytes périrent par leur méchanceté même et furent victimes de leurs propres injustices. De tant de familles, il n'en resta que 2 qui échappèrent au malheur de la nation. Il y avait dans ce pays 2 hommes bien singuliers. Ils avaient de l'humanité, ils connaissaient la justice, ils aimaient la vertu, autant liés par la droiture de leur cœur que par la corruption de celui des autres. Ils voyaient la désolation générale et ne la ressentaient que par la pitié. C'était le motif d'une union nouvelle. Ils travaillaient avec une sollicitude commune pour l'intérêt commun. Ils n'avaient de différents que ceux d'une douce et tendre amitié faisaient naître. Et dans l'endroit du pays le plus écarté, séparés de leurs compatriotes indignes de leur présence, ils menaient une vie heureuse et tranquille. La terre semblait produire d'elle-même, cultivée par ses vertueuses mains. Ils aimaient leurs femmes, et ils en étaient tendrement chéris. Toute leur attention était d'élever leurs enfants à la vertu. Ils leur représentaient sans cesse les malheurs de leurs compatriotes et leur mettaient devant les yeux cet exemple si triste. Ils leur faisaient surtout sentir que l'intérêt des particuliers se trouve toujours dans l'intérêt commun, que vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre, que la vertu n'est point une chose qui doive nous coûter, qu'il ne faut pas la regarder comme un exercice pénible, et que la justice pour autrui est une charité pour nous. Ils eurent bientôt la consolation des pères vertueux, qui est d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Le jeune peuple, qui se leva sous leurs yeux, s'accrut par d'heureux mariages. Le nombre augmenta, l'union fut toujours la même, et la vertu, bien loin de s'affaiblir dans la multitude, fut fortifiée, au contraire, par un plus grand nombre d'exemples. Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces troglodytes? Un peuple si juste devait être chéri des dieux. Dès qu'il ouvrit les yeux pour les connaître, il apprit à les craindre, et la religion vint adoucir dans les mœurs ce que la nature y avait laissé de trop rude. Ils instituèrent des fêtes en l'honneur des dieux. Les jeunes filles ornées de fleurs et les jeunes garçons les célébraient par les danses et par les accords d'une musique champêtre. On faisait ensuite des festins où la joie ne régnait pas moins que la frugalité. C'était dans ces assemblées que parlait la nature naïve. C'est là qu'on apprenait à donner le cœur et à le recevoir. C'est là que la pudeur virginale faisait, en rougissant, un aveu surpris, mais bientôt confirmé par le consentement des pères. Et c'est là que les tendres mères se plaisaient à prévoir de loin une union douce et fidèle. On allait au temple pour demander les faveurs des dieux. Ce n'étaient pas les richesses et une onéreuse abondance. De pareils souhaits étaient indignes des heureux troglodytes.
Ils ne savaient les désirer que pour leurs compatriotes. Ils n'étaient au pied des autels que pour demander la santé de leur père, l'union de leurs frères, la tendresse de leurs femmes, l'amour et l'obéissance de leurs enfants. Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de leur cœur, et ne leur demandaient d'autre grâce que celle de pouvoir rendre un troglodyte heureux. Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies, et que les bœufs fatigués avaient ramené la charrue, ils s'assemblaient, et, dans un repas frugal, ils chantaient les injustices des premiers troglodytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec un nouveau peuple et sa félicité. Ils célébraient les grandeurs des dieux, leur faveur, toujours présente aux hommes qui les implorent, et leur colère inévitable à ceux qui ne les craignent pas. Ils décrivaient ensuite les délices de la vie champêtre et le bonheur d'une condition toujours parée de l'innocence. Bientôt, ils s'abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins n'interrompaient jamais. La nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu'à leurs besoins. Dans ce pays heureux, la cupidité était étrangère. Ils se faisaient des présents, où celui qui donnait croyait toujours avoir l'avantage. Le peuple troglodyte se regardait comme une seule famille. Les troupeaux étaient presque confondus. La seule peine qu'on s'épargnait ordinairement, c'était de les partager. D'Erzeron. Alors maintenant je passe à la 13e lettre qui est elle aussi très intéressante parce qu'elle continue sur les troglodytes et elle poursuit l'utopie. Lettre 13, Usbek au même. Je ne saurais assez te parler de la vertu des troglodytes. Un d'eux disait un jour « Mon père doit demain labourer son champ, je me lèverai 2 heures avant lui, et quand il ira à son champ, il le trouvera tout labouré. » Un autre disait en lui-même « Il me semble que ma sœur a du goût pour un jeune troglodyte de nos parents. Il faut que je parle à mon père et que je le détermine à faire ce mariage. » On vint dire à un autre que des voleurs avaient enlevé son troupeau. « J'en suis bien fâché, dit-il, car il avait une génisse toute blanche que je voulais offrir aux dieux. » On entendait dire un autre « Il faut que j'aille au temple remercier les dieux, car mon frère, que mon père aime tant et que je chéris si fort, a recouvré la santé. » Ou bien « Il y a un champ qui touche celui de mon père, et ceux qui le cultivent sont tous les jours exposés aux ardeurs du soleil. Il faut que j'aille y planter 2 arbres, afin que ces pauvres gens puissent aller quelquefois se reposer sous leurs ombres. » Un jour, que plusieurs troglodytes étaient assemblés, un vieillard parla d'un jeune homme qu'il soupçonnait d'avoir commis une mauvaise action, et lui en fit des reproches. « Nous ne croyons pas qu'il ait commis ce crime, dirent les jeunes troglodytes, mais s'il l'a fait, puisse-t-il mourir le dernier de sa famille. » On vint dire à un troglodyte que des étrangers avaient pillé sa maison et avaient tout emporté. « S'il n'était pas injuste, répondit-il, je souhaiterais que les dieux leur en donnassent un peu plus longs usages qu'à moi. » Tant de prospérités ne furent pas regardées sans envie. Les peuples voisins s'assemblèrent et, sous un vain prétexte, ils résolurent d'enlever leurs troupeaux. Dès que cette résolution fut connue, les troglodytes envoyèrent au-devant d'eux des ambassadeurs qui leur parlèrent ainsi. « Que vous ont fait les troglodytes ? Ont-ils enlevé vos femmes, dérobé vos bestiaux, ravagé vos campagnes ? Non, nous sommes justes et nous craignons les dieux. Que demandez-vous donc de nous ? Vous voulez de la laine pour faire des habits ? Voulez-vous du lait pour vos troupeaux ou des fruits de nos terres ? Mettez bas les armes, venez au milieu de nous, et nous vous donnerons de tout cela. Mais nous jurons, par ce qu'il y a de plus sacré, que si vous entrez dans nos terres comme ennemis, nous vous regarderons comme un peuple injuste, et que nous vous traiterons comme des bêtes farouches. » Ces paroles furent renvoyées avec mépris. Ces peuples sauvages entrèrent armés dans la terre des troglodytes qu'ils ne croyaient défendus que par leur innocence. Mais ils étaient bien disposés à la défense. Ils avaient mis leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux. Ils furent étonnés de l'injustice de leurs ennemis, et non pas de leur nombre.
Une ardeur nouvelle s'était emparée de leur cœur. L'un voulait mourir pour son père, un autre pour sa femme et ses enfants, celui-ci pour ses frères, celui-là pour ses amis, tous pour le peuple troglodyte. La place de celui qui expirait était d'abord prise par un autre, qui, outre la cause commune, avait encore une mort particulière à venger. Tel fut le combat de l'injustice et de la vertu. Ces peuples lâches, qui ne cherchaient que le butin, n'eurent pas honte de fuir, et ils cédèrent à la vertu des troglodytes, même sans en être touchés. Voilà, le récit de Montesquieu touche à sa fin, et j'espère que ma petite littérature vous aura permis d'aimer un petit peu plus les lettres persanes, qui sont un récit extrêmement passionnant à mes yeux. J'espère vous avoir transmis cet amour et surtout, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour être averti de la publication de toutes mes vidéos. Vous pourrez suivre et soutenir ma création. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager et me montrer que les vidéos vous plaisent et surtout me laisser un petit commentaire pour que l'on puisse échanger ensemble. À très bientôt!